Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. En 2000, par la déclaration du millénaire adoptée aux Nations Unies, les pays riches et pauvres se sont engagés à faire de leur mieux pour éradiquer la pauvreté, défendre la dignité humaine et l'égalité, afin de parvenir à la paix, à la démocratie et à assurer la durabilité des ressources environnementales. Depuis, les peuples sont invités à opter pour ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le développement humain durable, considéré comme un défi du XXIe siècle. À partir des travaux en 1994, de Sudhir Anand et d'Amartya Sen, le concept de développement humain durable a été défini et adopté par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, comme l'élargissement des libertés essentielles des personnes vivant aujourd'hui, accompagné d'efforts raisonnables pour éviter le risque de compromettre sérieusement celles des générations futures. Déjà en 1994, le rapport sur le développement humain durable considérait la notion comme une forme de développement qui ne se contente pas d'engendrer la croissance économique, mais qui en répartit équitablement les fruits. Il régénère l'environnement au lieu de le détruire. Il place le pouvoir entre les mains des gens au lieu de les marginaliser. C'est une forme de développement qui donne la priorité aux pauvres, qui élargit leur liberté de choix et leur champ de possibilités, qui leur permet de participer aux décisions influant sur leur vie. Cette forme de développement est axée sur les gens, sur l'emploi, sur la nature et sur les femmes. Ce modèle de développement humain durable accorde à la vie une valeur intrinsèque qui ne tient pas au seul fait que les hommes peuvent produire des biens matériels, aussi important que soit cet aspect. Le développement humain et la durabilité y sont des éléments clés du principe éthique consacrant l'universalité du droit à la vie. La définition du concept souligne que l'objectif du développement est de maintenir les libertés et les capacités permettant aux personnes de mener une vie qui a un sens. C'est toutefois une définition normative. Elle ne recherche pas la durabilité de toute circonstance, mais des conditions qui contribuent à accroître les libertés essentielles. Par conséquent, le développement non équitable est inconcevable dans le cadre du développement humain durable. Aujourd'hui, en matière de développement en Afrique, les résultats obtenus restent très en deçà des aspirations. Il s'impose alors une réflexion sur les facteurs qui conditionnent le succès d'un effort pour le développement humain durable, en terre africaine. Certains anthropologues, sociologues, historiens, économistes, politologues, philosophes, théologiens et praticiens de développement ont apporté une contribution propre, chacun selon son domaine. Dans une perspective spécifiquement chrétienne, le concept moderne de développement humain durable est étranger à l'Écriture sainte. Le mot progressio, que le texte latin officiel de l'encyclique Populorum Progressio emploie dès la première ligne, n'est pas utilisé par la Vulgate. Le mot le plus proche serait d'après René Laurentin, progressior dans une forme qui ne signifie pas le progrès, mais plutôt la déchéance. J'ai vieilli et je suis avancé en âge, progressioris aetatis, déclare Josué en Job 23, 2. La progression est ici l'avancée vers la déchéance et la mort. Dans le Nouveau Testament, ce qui est envisagé, c'est essentiellement la croissance et le développement du royaume. Le désir du Christ, c'est que les hommes aient la vie en abondance, JN 10:10. Certes, ce royaume est une communauté humaine. Dans cette mesure, ce qui fonde la perspective chrétienne du développement humain durable, c'est essentiellement, à partir de l'anthropologie, la valeur fondamentale du corps et la mission de l'homme dans le monde. La doctrine chrétienne enseigne que le salut apporté par le Christ n'est pas purement spirituel, réduit à l'âme. Le corps y est intrinsèquement et inséparablement engagé. Il s'agit du salut de tout l'homme, conçu comme unité matérielle et spirituelle, physique existentielle. Le Nouveau Testament à ce sujet explicite deux données importantes. D'une part, l'incarnation du Verbe de Dieu qui s'est fait chair et a voulu assumer son humanité, JN 1:14. D'autre part, l'espérance en la résurrection des corps fondée sur la résurrection du Christ confère. Actes 17:32. L'apôtre Paul y insiste extrêmement. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, RM 8:11. À l'évidence, cette théologie paulinienne implique une affirmation très forte de l'incorporation au Christ, RM 1:16,
Et c'est pourquoi l'apôtre ne se désintéresse pas des besoins des saints, RM 12, 13, 15, 26 de Jérusalem. Il y pourvoit à grand-peine, même si c'est encore comme une simple assistance, et non pas réellement dans une perspective de développement. En fait, dans la perspective de la foi chrétienne, le corps est partie intégrante de l'homme qui le constitue. Aussi, le salut de l'homme implique-t-il celui du corps. La révélation biblique atteste cette réalité intégrale de l'homme qui se réalise dans un corps appelé à la vie éternelle. C'est dire que les réalités corporelles sont partie intégrante du salut. Par ailleurs, la mission de l'homme dans le monde telle que manifestée dans la révélation biblique touche de plus près l'exigence du développement confère. GN 1, 26 à 28. À la base de cette perspective, il y a la mission de dominer la création visible confiée à l'homme par le Créateur. L'important ici, c'est que cette mission situe l'homme dans le prolongement de l'œuvre du Créateur qui a travaillé à créer le monde, par amour. Finalement, le thème fondamental concernant le développement, c'est le précepte de l'amour tel qu'il est formulé dans l'Évangile du jugement selon Mt 25, 31 à 46. À la suite du divin Créateur, les talents de charité doivent s'engager aujourd'hui au service du développement. Le Christ dans l'Évangile propose le service du prochain de la manière à la fois la plus concrète et la plus fondamentale. Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. JN 13, 34. Dans la logique et la dynamique de la création de l'homme à l'image de Dieu, GN 1, 26 à 27, de la valeur fondamentale de son corps et de sa mission dans le monde, le développement humain durable apparaît aujourd'hui comme la réponse à la vocation capitale pour tous les humains en général et en particulier pour les chrétiens, disciples du Christ. Le rapport entre mission et développement, ou plus précisément entre la tâche missionnaire d'évangélisation et la tâche séculière du développement économique et culturel, nous semble connexe. Sans une promotion humaine, sans le respect des valeurs humaines, il n'existe pas de mission selon l'esprit de l'évangile d'amour. Aussi, à la base de l'action missionnaire, y a-t-il une volonté de promouvoir l'homme dans le respect de sa liberté et de sa dignité. Dès lors, celui qui choisit de devenir chrétien doit le faire en toute connaissance de cause. Une considération de la situation de l'humain en terre africaine révèle un contexte social humainement problématique et donc constitue une interpellation urgente pour tout homme en général, et singulièrement pour tout disciple du Christ. Dans le mouvement même où l'Église évangélise en Afrique, elle doit développer pour libérer des servitudes de tout genre, pour promouvoir l'homme renouvelé par son adhésion au Christ vivant et pour rester ainsi conséquente par rapport à son enseignement. 1. Problématique. D'après les propos de Efo Julien Pénoukou, que rapporte Kamana, la question du salut de l'homme africain est dramatique. Question de fond et de foi. Au regard de la situation actuelle qui caractérise le continent noir, après des siècles d'esclavage, de colonisation, et 3 décennies d'indépendance dans la dépendance internationale, la faillite et à présent la détresse, quel type d'homme, quelle valeur d'être humain est au juste l'Africain ? L'évangile du salut en Christ le concerne-t-il réellement ? En quoi et comment Jésus-Christ, qui se proclame rédempteur de tout homme, en tout temps, peut-il l'aider à sortir par lui-même de l'échec et du désespoir, afin d'assurer son histoire propre ? Pour de nombreux observateurs, l'Afrique vit une situation critique. Le classement selon l'indicateur de développement humain IDH, du rapport mondial sur le développement humain 2011 inscrit la totalité des pays africains en deçà du développement humain élevé, inférieur à 0,800, et les 3/4 de ces pays ont un faible indice de développement humain, inférieur à 0,500. L'indice de développement humain, IDH, est calculé par le PNUD sur la base de la longévité, l'espérance de vie, du savoir, le niveau d'instruction mesuré par la durée moyenne de scolarisation et le taux d'alphabétisation, et des conditions de vie. Le revenu national brut, RNB, réel par habitant qui donne une indication sur le niveau de vie moyen du pays. Dans le cas particulier des Mousses du Burkina Faso, leur pays occupe la 181e place sur 187 pays classés. Avec 0,331 d'. Indice de développement humain en 2011, le Burkina Faso a le 7e indicateur de développement humain le plus faible du monde, après le Libéria, 0,329,
le Tchad 0,328, le Mozambique 0,322, le Burundi 0,316, le Niger 0,295, le Congo rez-de-chaussée 0,286. Face à cette situation, on peut légitimement s'interroger sur les conditions du développement humain en Afrique. Pour certains, l'aide au développement en Afrique est surtout une affaire d'investissement dans les structures tangibles, mesurables qui permettent un suivi administratif. Cette conception tend à faire du développement un processus entièrement composé de facteurs économiques et techniques. De nos jours, on peut dire qu'elle a eu des répercussions très importantes pour l'action de la communauté internationale en faveur des pays pauvres. Elle semble toutefois se limiter à des réalisations concrètes. L'augmentation de la production, l'injection massive d'argent frais dans les villages, la construction d'infrastructures diverses, écoles, dispensaires, maternités, puits, pompes, etc. Dans cette perspective, le développement humain durable apparaît comme dépendant des seuls facteurs économiques et techniques. Pour d'autres, le concept et la pratique de développement humain durable ont montré leurs limites et leurs imperfections. Les résultats médiocres des projets de développement présupposent d'autres facteurs que ceux liés à l'économie et à la technique. Ainsi, la prise de conscience des imperfections des modèles actuels de développement humain durable, qui mettent l'accent uniquement sur la croissance économique et technique, pousse à accorder une importance croissante à la dimension culturelle du développement. Dans cette nouvelle approche du développement humain, les facteurs matériels cèdent le pas aux facteurs humains. Cette perspective a conduit à un nouveau concept, celui du développement endogène, considéré essentiellement comme un développement engendré de l'intérieur, se voulant être un développement au service de l'homme, c'est-à-dire visant en premier lieu à satisfaire les besoins et les aspirations réelles des populations en vue d'assurer leur plein épanouissement. L'intérêt de ce processus des autodéveloppements, c'est qu'il est pensé, élaboré, mis en œuvre, dirigé, contrôlé et maîtrisé principalement par les forces intérieures. Il se réalise grâce au dynamisme propre aux populations concernées et en conformité avec leurs projets de société. Au regard de ces différentes positions, le désaccord reste presque total et la notion de développement humain durable apparaît comme le fruit d'une constellation de facteurs ou de conditions, dont la réalisation demeure un processus fort complexe. L'enjeu pour la foi chrétienne en Afrique sera de faire fleurir par une nouvelle conscience de la présence de Dieu au cœur du monde, l'espérance en la vie. Elle ne consiste pas seulement en une parole adressée aux pauvres, mais en une parole agissante, une œuvre décisive de libération totale pour une nouvelle vie, avec des principes nouveaux, des valeurs de liberté, de solidarité, de dignité et la capacité de faire toutes choses nouvelles selon le projet même de Dieu. La théologie africaine aurait alors pour axe principal une orientation, la visée de l'humain, tel que le Christ le dévoile dans l'universalité de son message et dans la globalité d'une destinée où les forces du mal n'ont pas laissé de répit à son projet d'humanisation de l'homme. 2. Motivation de la recherche. La situation critique que vit l'Afrique en général et le peuple Moaga du Burkina Faso en particulier, nous a fait comprendre que, d'une part, le problème prioritaire de l'Afrique contemporaine est la lutte pour le développement humain durable. D'autre part, le faible développement humain que connaît le continent est d'abord un problème éthique. De fait, nous constatons que dans la société burkinabé par exemple, les hommes autrefois intègres sont aujourd'hui interpellés sur leur dignité et leur intégrité lâchement bafouées. Dès octobre 1995, le gouvernement burkinabé avait manifesté, par écrit, sa volonté d'engager une politique de développement humain durable. La dégradation de la qualité de vie de la population l'a obligé à créer en 2001 le Comité national d'éthique, CNE. Le premier rapport de ce comité souligne que le Burkina Faso traverse une période de grave crise par rapport à ses propres valeurs et aux valeurs morales. Les observateurs s'accordaient pour reconnaître que le processus d'appauvrissement actuel de la société burkinabé a dépassé la cote d'alerte et s'enracinait dans une perte des valeurs éthiques. Ce contexte de paupérisation humaine généralisée motive notre réflexion pour une lutte contre toutes les formes et méthodes d'appauvrissement de l'humain. C'est ainsi que nous voulons chercher à comprendre et à analyser, à l'aide des valeurs chrétiennes, les conditions du développement humain durable chez les mousses. D'où le thème de notre thèse,
paupérisation anthropologique et développement humain durable. 3. Objectif de la recherche. Dans le prolongement de la réflexion sur les facteurs qui conditionnent le développement humain durable, nous voulons nous laisser guider par les exigences de notre vie de foi et de l'annonce de l'Évangile qui suppose une promotion humaine authentique. En effet, la tradition de l'Église et le premier synode africain nous enseignent qu'il existe des liens d'ordre anthropologique, théologique et évangélique entre vie de foi, évangélisation et développement humain durable. Nous voulons rechercher ce qui fonde et justifie chrétiennement tout développement humain durable, et proposer à partir d'une herméneutique de la notion de Burkin-Lem, chez les Mous, une éthique chrétienne inculturée du développement humain qui engage à la réappropriation des valeurs humaines au profit du développement intégral. 4. Hypothèse de base. La pertinence d'axer le processus et la finalité du développement humain durable sur l'homme étant reconnue, il faut encore comprendre ce que sont l'homme, sa nature et ses buts, ses besoins et ses ressources. Mais si l'homme abstrait et universel peut être perçu conceptuellement à travers quelques valeurs philosophiques générales, l'homme concret et réel ne peut être appréhendé qu'à travers sa propre culture, qui est la résultante globale à la fois normative et technique du processus cumulatif de l'interaction dynamique et permanente entre l'homme et l'environnement dans lequel il vit et évolue. Par conséquent, la recherche de facteurs conditionnant un authentique développement humain durable en Afrique nous conduit à examiner, selon la culture Moaga, les perspectives de l'accomplissement et de l'épanouissement de l'être humain. Or selon les Mous, l'exercice du Burkin-Lem, développement ou édification de l'homme, est la voie de l'accomplissement authentique de l'être humain et de son réel plein épanouissement. D'où le sous-titre de notre thèse, Herméneutique du Burkin-Lem pour une éthique chrétienne inculturée de la promotion humaine intégrale en Afrique. Le concept Burkin-Lem serait emprunté à la langue Songé-Zarma du Niger et dériverait de la composition des vocables boro ou bourou, homme, personne et tessina, construire, édifier. Le Burkin-Lem désigne chez les Mous la manière ou le fait d'édifier dignement, noblement et librement l'homme, et se découvre chez eux comme un projet d'humanisation authentique selon les normes sociales. Il s'agit d'un objectif à réaliser chez chaque personne en fonction de son statut, de son sexe et de son rôle social. Le Burkina est l'état de l'homme accompli dont l'idéal de vie est la pratique du Burkin-Lem, qui, selon les normes sociales des Mous, consiste à promouvoir les valeurs impliquées dans la maîtrise de la bouche, le contrôle du cœur, la gestion du ventre, la discipline par rapport au sexe et la conduite du pied. Ces références anatomiques, symboliques du Burkin-Lem, constitue en milieu Moaga les hauts lieux de l'éthique individuelle et sociale. Le concept réunit au Mogo toutes les valeurs humaines essentielles. Il commande les normes sociales de l'action, détermine les choix, les critères d'appréciation et les motivations à partir desquels sont fixés les objectifs sociaux. Il signifie sociologiquement l'état idéal ou le comportement vertueux par excellence. La pratique du Burkin-Lem comporte des exigences que la tradition Moaga distingue en obstacles à surmonter et moyens à promouvoir. Au nombre des obstacles, on retient comme majeur la faim qui déshumanise et la honte qui humilie. Pour devenir Burkina, c'est-à-dire un homme libre, noble, digne et intègre, il faudra primordialement s'affranchir de la faim et de la honte, expression concrète de l'indigence et de la misère humaine. Au titre des moyens, la culture Moaga préconise l'édification de l'homme au sens plein du terme, dans la politesse, le respect du droit humain, la culture de la volonté et de l'effort et dans l'amour du travail. Depuis août 1984, le Burkin-Lem est devenu pour le Burkina Faso un projet d'identification et de promotion nationale. Notre hypothèse est alors que le Burkin-Lem Moaga, informé des exigences de l'éthique chrétienne de l'Imago Dei, peut devenir le lieu d'une herméneutique pour un développement humain efficient. Il peut aider à construire l'être humain, qui est à la fois arché et télo de toute promesse de développement humain. Nous pensons que le concept de Burkin-Lem, dans la rencontre transformatrice avec l'Évangile, est susceptible de promouvoir le développement humain durable, dans une perspective chrétienne. 5. État de la question. Notre problématique s'articule autour des concepts de paupérisation anthropologique, de développement humain durable, et de Burkin-Lem Moaga.
Ces trois concepts ont déjà été l'objet de diverses études. Nous situant dans le prolongement de la pensée de nos nombreux prédécesseurs, il importe d'en faire, quoique succinctement, une relative mise au point. Au sujet de la notion de paupérisation anthropologique, qui est à distinguer de celle de paupérisation humaine, il importe d'observer que le concept a souvent été traité en étroit rapport avec la question de l'identité et des valeurs humaines, qui a largement préoccupé la pensée africaine contemporaine et la conscience collective des peuples d'Afrique. Déjà en 1982, le sociologue Jean-Marc Ella dépeignait l'histoire d'Afrique en termes de défaite des peuples noirs par les puissances coloniales, de désorganisation des rythmes vivriers générateurs, de processus de paupérisation inhérents à l'impérialisme, et de dépersonnalisation, désintégration, assimilation de l'âme du colonisé. L'analyse critique de l'histoire africaine a conduit l'historien Engelbert Mveng à penser le concept de pauvreté anthropologique comme le résultat d'un processus historique, celui de la paupérisation anthropologique de l'être africain amorcé depuis l'esclavage, de 1460 à 1860, poursuivi à la colonisation, de 1860 à 1960, et qui se perpétue de nos jours par la néocolonisation. Il écrit en effet que la dépersonnalisation de l'homme africain sous le régime colonial a été un dépouillement de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il faisait, et la réduction en un état d'indigence et de misère que nous appelons l'état de paupérisation anthropologique. Par la suite, Bruno Chenu pouvait dire « L'agression a été d'ordre ontologique. Elle demeure structurelle. » La prise de conscience de cette paupérisation multiséculaire a donné naissance au concept de reconstruction, dont Kamana se découvre comme un témoin significatif. Pour lui, la problématique de la reconstruction correspond à une bataille pour organiser et réussir la sortie du colonialisme vers une nouvelle société. C'est l'articulation de l'être et de l'agir dans la conscience de production permanente de soi et d'invention de l'avenir par le pouvoir créateur de l'imagination éthique et l'esprit rationnel. En ce qui concerne le concept de développement humain durable, il résulte de l'articulation des deux concepts de développement humain et de développement durable. L'idée de développement durable est apparue, au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature, dans les années 1980. Elle repose sur un double constat. D'une part, le stock de ressources naturelles disponibles était limité, d'autre part, les processus de développement induisaient des externalités négatives, déchets, pollution, bruit, etc. Le concept de développement durable sera formulé par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, CMED, à partir de 1987. Elle présente le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En 1992, pour la première fois, le concept sera au centre des débats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, CNUED, à Rio de Janeiro. Les réflexions favoriseront ensuite une prise de conscience des grands problèmes écologiques et des disparités de par le monde. Quant au développement humain, c'est au début des années 1990 que le PNUD lance le concept. Pendant une décennie, il va s'affiner à travers différents rapports annuels au niveau mondial. Le développement humain est défini aujourd'hui comme étant le développement des hommes, pour les hommes et par les hommes. Le concept de développement humain durable remplacera depuis 1994 celui plus étroit de développement durable dans la plupart des discussions. Ce nouveau terme exprime la conviction selon laquelle la pauvreté, l'inégalité et la croissance démographique galopante sont à la base de la crise écologique mondiale. Un développement durable qui se veut aussi humain doit viser à accroître le bien-être de tous, à prendre en compte les multiples dimensions de ce bien-être et leurs interactions. Par ailleurs, un développement humain devient durable lorsqu'il vise à améliorer le bien-être des personnes présentes, comme des générations futures. Aujourd'hui, le concept de développement humain durable occupe une place de plus en plus importante dans l'élaboration des stratégies de développement. Deux exemples peuvent illustrer cette tendance. D'une part, la reconnaissance internationale d'un certain nombre d'indicateurs synthétiques comme l'indicateur du développement humain, IDH, l'indicateur de pauvreté humaine, IPH,
l'indicateur de pénurie de capacité, IPC. D'autre part, la production régulière de rapports nationaux sur les stratégies alternatives de développement, en complément au rapport annuel élaboré au niveau mondial. Pour notre part, nous voulons fonder et développer une éthique chrétienne du développement humain durable, à partir d'une lecture chrétienne de la conception Moaga du Burkin-Lem. Dans l'état actuel de nos recherches, nous n'avons répertorié que 3 œuvres qui s'intéressent à la notion de Burkin-Lem, et 2 autres qui mentionnent simplement le concept. Damiba François-Xavier dans sa thèse de doctorat, Essayer la folie pour voir, risque et prudence des mousses, décrit en 3 pages le Burkina, comme une figure de l'homme idéal selon l'indigène du Mogo. Vadini Amadé dans son œuvre tirée de sa thèse d'état naître et grandir chez les Mosés traditionnels, montre en 2 pages que le terme Burkin-Lem renvoie à des valeurs essentielles, et qu'il se découvre comme un objectif à réaliser chez chaque personne en fonction de son statut, de son sexe et de son rôle social. Sawadogo Raogo Antoine, dans son ouvrage L'État africain face à la décentralisation sans employer le concept, décrit sur 2 pages les repères éthiques qui font du chef un homme accompli, vertueux et rassembleur, et qui ne sont rien d'autre que les références anatomiques symboliques du Burkin-Lem appliquées à la légitimation du pouvoir chez les Mous. À notre connaissance, aucune recherche n'a encore tenté une compréhension chrétienne des valeurs et exigences du Burkin-Lem, et de ses nécessaires implications dans le développement humain durable de l'Afrique marquée par la paupérisation anthropologique. En faisant pratiquement œuvre de pionnier dans ce champ de réflexion, nous voulons apporter des éléments pour combler un vide théologique, et surtout interpeller les chrétiens africains, tous les Africains et tout homme de bonne volonté sur une question vitale et existentielle. Édifier l'être humain dans la liberté, la noblesse et la dignité, préalable et fondement à tout développement humain durable. 6. Démarche, méthode, source et limites. VI1. Démarche. Il s'agit ici d'une recherche qui articule notamment l'anthropologie et la théologie morale, disciplines qui fournissent une juste compréhension du mystère de l'homme dans son lien fondamental avec le mystère du Christ. On sait par ailleurs qu'avant de dire le devoir-être, il faut bien connaître l'être. Dans cette mesure, nous voulons cerner d'abord les caractéristiques et les déterminants du développement humain durable, et de l'homme dans le contexte de la paupérisation anthropologique africaine. Nous tenterons ensuite une approche anthropologique nouvelle de la problématique du développement humain durable, respectivement dans la tradition du Burkin-Lem et dans la perspective chrétienne. Enfin, nous rechercherons des éléments pour une éthique chrétienne inculturée du développement humain durable, en terre africaine. Pour mener cette démarche, notre méthode principale sera analytico-herméneutique qui consistera, d'une part, à saisir par l'analyse le sens immédiat des 2 symboles sur lesquels se fonde notre hypothèse de base, à savoir le Burkin-Lem et l'imago Dei, et d'autre part à en faire surtout l'herméneutique, interprétation, dans la mesure où ayant affaire à des symboles, un sens dissimulé est supposé n'être pas immédiatement accessible. Nous comprenons le terme herméneutique, selon la définition de Werner G. Genron, dans le sens de théorie de l'interprétation du texte, de l'art, du symbole, etc. Dans notre démarche, la visée herméneutique consistera à déchiffrer les sens cachés des symboles du Burkin-Lem et de l'imago Dei dans leur sens apparent, à déployer les niveaux de signification impliqués dans les significations littérales. Concrètement, nous passerons de l'épistémologie à l'ontologie. Pour nos sources, nous avons eu naturellement recours à des enquêtes orales et écrites. Aussi un questionnaire destiné aux principales aires culturelles des Mous du Burkina Faso nous a-t-il permis de découvrir la signification et les exigences du Burkin-Lem Moaga. La plupart des personnes ont été interrogées en mour, notre langue maternelle, et les entretiens ont été transcrits séance tenante ou enregistrés sur bande magnétique. Nous avons interrogé quelquefois en français, notamment dans les milieux intellectuels et lorsque nous avons eu affaire à des personnes ne comprenant pas la langue mour. Par ailleurs, pour une question de langue, mais surtout d'efficacité, nous avons confié des enquêtes à d'autres personnes connaissant le milieu et la langue. Ce fut le cas des enquêtes menées en milieu Songé Zarma de Niamey, Niger, et de Fada Ngourma, Burkina Faso, où vit une partie de notre population cible. Ces différentes enquêtes que nous avons menées personnellement ou par personne interposée constituent,
avec une importante bibliographie, les sources de base à partir desquelles nous avons élaboré un plan et rédigé notre thèse. On devine la joie qui fut la nôtre de rencontrer des personnes de tous horizons qui nous ont permis de connaître davantage la culture Moaaga en ses hommes, sa tradition orale, ses valeurs, mais aussi les difficultés liées à une telle entreprise. Toute œuvre humaine, quelle que soit sa richesse, porte toujours la marque de la contingence humaine, expression de la finitude de l'homme. VI2. Les difficultés externes au sujet. Le manque de bourses de recherche. Le handicap de langue dans les ethnies qui n'étaient pas la nôtre. Le temps mis à trouver des enquêteurs sûrs et disponibles. La méfiance de certains hommes politiques ou de responsables de publications de quotidiens qui nous demandaient un mandat officiel de recherche sur le changement d'appellation et des symboles du Burkina Faso, avant de nous ouvrir les portes des archives. À tout cela, il faut ajouter le morcellement du temps qui a quelquefois nui au mûrissement de la réflexion, sans oublier le temps consacré à la saisie et à la mise en forme du travail qui ont été réalisés par nous-mêmes. VI3. Les limites du traitement du sujet. La complexité du sujet, qui touche la quasi-totalité des domaines de la vie humaine et donc nécessite des connaissances pluridisciplinaires, anthropologie et sociologie, histoire et géographie, littérature et économie, droit et politique, philosophie et théologie, etc. Le Second Concile du Vatican affirme la position unique et centrale de chaque personne et souligne que tout sur la terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Cela est d'autant vrai que la réalité humaine n'est jamais donnée comme accomplie, et l'effort porté pour atteindre un développement humain durable efficient est une quête perpétuelle. C'est dire que la tâche à accomplir n'est pas du tout repos. Elle conserve sans doute son utilité dans l'explication des phénomènes de changement et la volonté ferme et durable de promotion de la dignité humaine. Notre problématique est l'inculturation de l'éthique chrétienne du développement humain durable en Afrique. À notre connaissance, c'est la première tentative, dans le domaine du développement humain durable, qui articule conception et promotion culturelle concrète de l'homme, défi du développement humain durable et perspectives chrétiennes du développement humain intégral. Ainsi articulée, notre thèse repose sur le concept et la notion de développement humain durable, qui est non seulement récent, mais surtout est d'une actualité médiatisée. Toutefois, aussi vrai que le sujet est d'actualité, il est d'autant difficile de le traiter scientifiquement alors qu'on est sous la pression du moment. En effet, dans quelle mesure peut-on s'assurer que l'emprise de l'actualité sur le chercheur et l'influence de l'immédiat ne handicapent pas la réflexion sereine? De plus, le sujet recouvre bon nombre de réalités humaines de l'être africain. Ce qui nous a conduits, sous peine d'être dispersés, à faire des choix. Ce faisant, des aspects ont été à peine ébauchés. Des thèmes importants comme l'endettement, la politique étrangère, la promotion du genre ont été traités, certains sans paragraphe seulement tandis que d'autres sont à peine mentionnés, d'autres encore sont parfois simplement ignorés. Par ailleurs, le concept central de notre hypothèse de recherche qui est le Burkinlem a une racine, Burkin ou Burkina, qui est commune à 3 langues, le Songé Zarma, le Peul et le Mour. Si nous avons pu réaliser sur le concept Burkina une analyse sémantique commune à ces 3 langues, notre recherche est toutefois limitée à une étude socio-anthropologique dans la culture Moaaga, alors qu'elle aurait pu s'enrichir des apports socio-anthropologiques des cultures Peul et Songé Zarma. Le Burkinlem se révèle bien comme un symbole. À ce titre, selon l'objection de Paul Ricoeur, il n'est peut-être pas de création symbolique qui ne s'enracine en dernier ressort dans le fond symbolique commun de l'humanité. Si ce point de vue est vrai, il aurait été sans doute digne d'intérêt de découvrir la place et le rôle social de la symbolique du Burkina dans d'autres cultures. Enfin, la perspective chrétienne de notre recherche est l'élaboration d'une éthique inculturée du développement à partir du Burkinlem chrétien, projet d'édification Moaaga et chrétienne de l'humain dans la noblesse, la liberté et la dignité. Dans notre démarche théologique, nous avons découvert dans la personne du Christ, parfaitement Burkina et image parfaite de Dieu, l'archétype et le prototype de l'homme accompli et libre de toute servitude. Si donc la finalité essentielle du développement humain durable est de faire croître les libertés humaines par le renforcement des capacités et des potentialités, le Jésus de l'histoire, par sa vie,
s'est révélé dans la foi chrétienne comme celui qui non seulement a vécu librement, mais encore a créé une voie nouvelle de liberté et après avoir libéré, appelle à rester libre, confère. Gas 5:1. Dans la dynamique de la rédemption chrétienne, le Christ se révèle comme le modèle vers lequel on devra tendre. Nous conférons ainsi à la théologie du développement humain durable une dimension essentiellement christocentrique. Dans cette optique, ne couronne pas le risque d'enfermement dans un modèle ? Nous estimons qu'au-delà de toute légitime appréhension, d'une part l'identification du Christ à un modèle n'est pas nouvelle en théologie africaine, et d'autre part dans la perspective d'une pédagogie d'éducation au développement, il est reconnu que le modèle, en tant qu'exemple concret, est éminemment une valeur significative. C'est dire que nous souscrivons simplement à la valeur éducative du bon exemple. Toutes ces difficultés et limites rencontrées expliquent en partie les insuffisances de notre recherche, tant du point de vue de son contenu que de sa forme. Le lecteur s'étonnera aussi de la répartition de nos chapitres et de nos parties, qui accuse une certaine disproportion. La validité de l'analyse imposait parfois un minimum de données quantitatives, qui finissait par occuper de l'espace. Pour cette raison, il y avait profit à accepter qu'une coupe en chapitres isométriques cédât le pas à une division en portions inégales par la longueur, mais justiciable des données dont nous voulions rendre compte. Malgré tout, compte tenu de l'importance du sujet qui touche au fondement de l'existence chrétienne, il a fallu se résoudre à choisir, à écourter et à écarter bon nombre d'aspects et de questions dont l'étendue dépasserait le cadre de cette recherche. C'est dire que nous confessons d'avance les lacunes et les imperfections d'un travail qui s'efforce, en dernière analyse, de réaliser une synthèse malaisée d'un sujet qui englobe tout l'agir existentiel de l'être moahaga et chrétien. Après ce constat quelque peu désabusé, qu'il nous soit permis de nourrir l'espoir que le lecteur, par-delà ses limites, trouvera des éléments pour une inculturation de la réflexion théologique morale sur le développement humain durable à partir du concept moahaga du Burkindlem. Première partie. Problématique de la paupérisation anthropologique et du développement humain durable en Afrique de l'Ouest. Ventre plein et ventre vide ne sont pas les compagnons, mais l'homme qui se connaît préserve la vie. Introduction à la première partie. L'histoire de la formation de l'homme moderne, affirme Jean-Marie Aubert, pourrait se définir comme l'histoire de la conquête progressive des diverses formes de liberté. La finalité de cette lutte pour la promotion humaine, centrée sur la liberté, a été, selon Aubert, la formation d'un nouvel humanisme qui prend de nos jours sa pleine dimension. Aujourd'hui, on peut soutenir que l'homme a découvert l'étendue de ses capacités et désormais, la liberté ne peut être considérée comme une simple propriété de l'homme, mais ce qui le constitue fondamentalement. Plus que jamais, les peuples se sont engagés par la poursuite du développement humain durable, à accroître leurs capacités et potentialités considérées nécessaires pour devenir meilleurs, c'est-à-dire croître en noblesse et en dignité humaine. C'est le développement des peuples. Tel est le titre que le pape Paul VI donnait à son encyclique sur le développement humain et la notion chrétienne de progrès, tous deux devenus, en 1967, des questions mondiales. Il exprimait ainsi une aspiration profonde du genre humain. Devenu un thème fondamental de notre temps, le développement conditionne aujourd'hui l'avenir de l'homme et de l'humanité. Toutes les nations sont entrées dans ce mouvement. Toutefois, le continent africain est encore incontestablement à la traîne, et peine à amorcer le processus d'un réel développement humain porteur des espérances des Africains. Les raisons de cette situation sont multiples et diverses. Pour notre part, nous voulons examiner en situation contextuelle et prolonger la réflexion de nos devanciers sur les conditions d'un développement humain efficient en terre africaine en général, et singulièrement en Afrique de l'Ouest. Nous pensons que la cause principale de la précarité de vie humaine en Afrique en général, et particulièrement en Afrique occidentale, est primordialement le fait de la paupérisation anthropologique que connaît le continent. Mais la réflexion sur la problématique du développement humain durable, en contexte de paupérisation anthropologique, nécessite non seulement une compréhension de l'acception générale de ces deux concepts,
mais surtout une analyse de leur signification contextuelle. Chapitre 1 – Le développement humain durable, en contexte ouest-africain. Les sociétés humaines contemporaines, plus que jamais marquées par l'explosion de la pauvreté et des inégalités, les questions relatives à l'espérance de vie, au chômage ou à la malnutrition, ont suscité des programmes de développement pour répondre aux problèmes et grands enjeux humains qui leur sont posés. D'aucuns considèrent même les exigences de développement comme un défi sans précédent pour l'humanité contemporaine, dont la survie apparaît de plus en plus menacée. Dès lors, la notion de développement humain durable sera conçue comme ayant pour objectif de créer un environnement dans lequel les individus puissent développer pleinement leur potentiel et mener une vie productive et créative, en accord avec leurs besoins et leurs intérêts. C'est ainsi qu'il est communément admis aujourd'hui que le développement, pour répondre aux attentes sociétales, devra prendre en compte 3 objectifs majeurs: l'équilibre social, économique, culturel, etc., la bonne gestion de l'environnement et la participation de tous. S'inscrivant dans cette perspective de développement, les États africains se sont engagés à garantir une sécurité humaine à chaque homme, accroître les choix, vivre longtemps et en bonne santé, acquérir un savoir, accéder aux ressources permettant des conditions de vie décentes tout en les préservant pour les générations à venir, vivre à l'abri de l'insécurité et parvenir à l'égalité entre hommes et femmes. Examinant les défis et les exigences en matière de développement humain durable, il sera nécessaire ici de recourir d'abord à l'histoire du concept, pour en saisir l'émergence à travers une analyse historico-critique de son champ sémantique. Cela devra permettre ensuite d'évaluer la pratique et les résultats du développement humain, dans le contexte actuel de l'Afrique occidentale. Ce faisant, face à la situation de pauvreté humaine que connaissent les sociétés africaines en général et ouest-africaines en particulier, il importera, en dernière analyse, de rechercher les éléments socio-culturels qui influencent la pratique du développement et en constitueraient, par suite, des facteurs déterminants et essentiels dans l'initiation, la conduite et la réalisation des efforts en matière de développement. 1. Émergence du concept, développement humain durable. Le souci de cerner l'émergence du concept de développement humain durable nous impose de recourir à une démarche historique, tant il est vrai qu'un concept est une histoire qui révèle sa pleine signification dans ses transformations successives. Ainsi, nous tenterons de replacer la notion de développement humain durable dans sa longue tradition de conceptualisation en explorant sa genèse et son évolution. Ce faisant, nous n'avons pas la prétention d'effectuer une exploration, ni faire un inventaire conceptuel de toutes les connotations et dénotations du terme, des contextes dans lesquels il se manifeste, de ses significations ou de ses usages à travers les différents champs disciplinaires qu'il implique. Une analyse valable du contenu de ce concept médiatisé, popularisé dans une vaste et abondante littérature et livré à l'usage de toutes les sciences humaines, imposerait la coopération de toutes: économie, sociologie, démographie, anthropologie, géographie, psychologie, philosophie, morale, etc. Aucune de ces sciences ne peut prétendre apporter à l'intérieur de son seul champ une explication exhaustive au concept de développement humain durable. Dans la perspective qui est la nôtre, nous voudrions découvrir brièvement, dans une perspective historique, l'émergence du concept avec ses principales composantes et implications. D'abord le concept de développement, ensuite celui du développement durable, puis du développement humain, et enfin du développement humain durable. Il y a le concept de développement. Dans sa dynamique concrète du développement, le père Louis-Joseph Lebray note que le concept de développement date de 1945. C'est là un témoignage autorisé, mais quelque peu laconique. Le nouveau dictionnaire étymologique et historique fait remonter le concept au XVe siècle et en fait un dérivé du verbe développer, fin XIIe siècle, lui-même construit sur la même racine que le verbe envelopper, vers 980, qui serait d'origine obscure. Étymologiquement, relève pour sa part René Laurentin, le développement c'est l'inverse de l'enveloppement. On développe une carte de géographie pliée ou roulée. À ce niveau, le mot est synonyme de déploiement, déroulement. Mais il est surtout employé dans le domaine vital. Il signifie la croissance d'un végétal dont les bourgeons se développent,
d'un animal qui grandit en s'organisant, ou encore d'une pensée qui manifeste ses virtualités en quelque sorte repliées. Manifestement, le vocable s'est chargé d'une valeur dynamique. Il désigne, dans son acception sémantique, un élan normal et spontané, un potentiel, une croissance, mais aussi une différenciation organique, un progrès. Sans nul doute, le concept de développement relève du champ sémantique relatif à la biologie. Il fait penser, note Alberto Wagner de Rena, à un être vivant comme l'est la société humaine, un peuple, une région. Il implique une certaine conformité avec ce que l'on est déjà, une permanence dans l'évolution qu'on appelle identité. Il est par nature endogène bien qu'il s'enrichisse d'apports étrangers. Il est conservateur en ce qu'il garde sa substance primitive. Il est enfin global et harmonieux comme l'est toute croissance biologique. En ce sens, parler de développement présuppose ou implique comme un état embryonnaire, génético-historique ou socio-humain. L'expression, comme d'autres termes du même champ lexical, essor, croissance, éveil, émergence, relève d'une vaste métaphore de l'enfance biologique et psychologique, par opposition à la grande maturité technico-socio-culturelle qui est celle des pays les plus avancés. Autant d'analogies qui sèment la confusion dans l'acception courante de la notion de développement, et qui conduisent à l'identifier au concept de progrès et de croissance. À bien observer, croissance et progrès sont des concepts souvent usités dans les discours sur le développement et tendent quelquefois à devenir, dans le langage courant, comme des synonymes du terme développement. Des distinctions devraient cependant être faites. Pour de nombreux auteurs, la notion de développement ne se réduit pas à la notion de croissance. Plusieurs chercheurs mettent en garde ceux qui croient que les termes développement et croissance sont synonymes. On sait que l'adéquation entre le développement et la croissance s'est révélée, à travers l'histoire de l'humanité, source d'iniquité et d'appauvrissement au point qu'il a été convenu de réorienter la croissance économique à la faveur d'un développement qui soit durable. Selon Reynolds, par convention, on définit la croissance économique comme une augmentation continue de la production par tête d'habitant. Or, l'augmentation de la production par habitant ne signifie pas seulement la possibilité d'une élévation des niveaux de vie. Elle est également le signe et la garantie de nombreux phénomènes liés au changement économique. Quant au concept de développement, on peut lui conférer un sens particulier en cela qu'au-delà de la croissance quantitative et des changements structurels qui l'accompagnent, il comprend l'idée d'un changement systématique des institutions économiques et politiques dans un sens favorable à la croissance. Dans son ouvrage Travail social et développement, Philippe Mondolfo fait pour sa part une distinction entre les deux concepts. La croissance serait un mécanisme physiologique ou économique qui ne fait pas directement intervenir une maîtrise humaine, une volonté de projet, alors que le développement représente un mode de transformation finalisé dans un certain nombre de domaines. En ce sens, le terme croissance serait souvent employé pour référer uniquement à l'échelle quantitative des dimensions physiques de l'économie, tandis que le terme développement ferait référence à des améliorations qualitatives intégrant la participation endogène. Dans cette perspective, un essor de la croissance n'implique pas nécessairement un essor du développement. À ce titre, si on recourt parfois, alternativement, à croissance économique et à développement économique, une distinction fondamentale les sépare. Dans son rapport avec le développement, la croissance se présente non pas comme un but en soi, mais comme un objectif intermédiaire à atteindre pour viser un objectif final, sociétal, qui est le développement. Elle apparaît donc comme une condition simple et non suffisante du développement. Croissance désigne l'augmentation quantitative de la production alors que développement inclut la croissance, mais la dépassant par des aspects qualitatifs pouvant signifier un mieux-être des populations. Outre le concept de croissance, fait pendant à la notion de développement le concept de progrès. De son étymologie, le progrès serait une marche, gradior, en avant, pro, c'est-à-dire un mouvement vif et actif qui, d'après Alberto Wagner de Rena, inspire une marche vers quelque chose de neuf. Le progrès est donc nécessairement innovateur. Il engendre des nouveautés présumées meilleures. Il implique une valorisation, la poursuite de quelque chose de meilleur. Le progrès suggère donc visuellement une ligne qui avance, à la différence du développement qui fait penser à un volume qui augmente et se raffermit. Dans la mesure où il signifie un déplacement vers une direction déterminée,
le terme progrès est lié à l'espace et apparaît par suite comme un concept initialement propre à la physique. Dès les premières conceptualisations du XVIe et XVIIe siècle, l'idée de progrès a impliqué l'abolition des limites jusque-là imposées au savoir et au pouvoir de l'homme. L'humanité est indéfiniment perfectible, l'avenir est ouvert et constellé de promesses. Ainsi, l'idée de progrès, qui enveloppe nécessairement une présupposition axiologique, a présupposé une foi en l'homme et en son avenir. Le monde fut perçu comme monde qu'en tant que lieu temporel de l'action humaine. Il n'est pas un monde accepté, mais un monde travaillé, auquel l'homme participe et qu'il célèbre. Mouvement vers le mieux ou marche vers la perfection, ces deux interprétations classiques de la notion de progrès ont perdu aujourd'hui leur valeur d'évidence. Au cœur de l'idée moderne de progrès, écrit Pierre-André Taguieff, il y a la conviction que tout ordre de succession, dès lors qu'il concerne le monde humain, en particulier dans la période dite moderne, est un processus ou un mouvement d'amélioration. Il s'agit là d'un sophisme ordinaire constitutif de la mentalité proprement moderne, dont Louis Weber a donné la formule « post hoc, ergo melius hoc », et qui peut être ainsi explicité dans les principales présuppositions de la formule « tout changement est un progrès, une transformation orientée vers le mieux ». Une telle proposition se révèle fausse, car en règle générale, on ne peut soutenir que tout changement est nécessairement un perfectionnement ou une amélioration. Au cours du XXe siècle, les croyances progressistes vont être ébranlées par la découverte d'une barbarie scientifique et technicisée. La crise environnementale, le constat des dégâts du progrès, de l'économie industrielle en particulier, renforceront à leur tour la vision catastrophique d'un progrès destructeur. La mise en cause radicale de la notion de progrès deviendra dès lors un lieu commun du discours des élites intellectuelles et des mouvements contestataires. Cependant, dans le contexte social actuel, force est de constater que l'idée d'une humanité qui ne progresserait pas apparaît proprement inintelligible. Elle serait absurde en un temps où des milliards d'hommes s'efforcent d'accéder à une vie humaine qualitative et luttent pour l'épanouissement de l'homme et de tous les hommes. Dans cette perspective, le besoin de progrès, perçu comme une tâche et non une fatalité dans le champ des représentations sociales, a souvent été confondu avec le besoin de développement, et apparaît comme inscrit dans les terribles réalités économiques et sociales de ce temps où la promesse d'une amélioration de la condition humaine demeure, comme toujours, un horizon de sens pour l'humanité. C'est sans doute la raison pour laquelle le concept de progrès social a été introduit dans les programmes des Nations Unies, même s'il devait être jugé insuffisant par la suite, avant d'en arriver au concept de développement, qui se réfère d'une façon différente, peut-être plus riche, à la même idée de progrès. De nos jours, se demander ce qu'est le développement peut être une question irritante, que l'on consente à y répondre ou que l'on s'y refuse, tant la réalité encore indéfinie du développement, visée confusément par ce concept, est à la fois un postulat non contesté et un problème central. C'est pourquoi on peut observer, selon Jean-Marc Ella, le refus de rompre avec les tabous concernant le terme développement, terme qu'on se plaît à utiliser en renonçant à le définir et à en situer l'origine. Il existe donc une difficulté à aborder de front le concept de développement. En témoignent les nombreux adjectifs qui lui sont souvent adjoints aujourd'hui aux fins de le déterminer pour le caractériser, en préciser la valeur ou la signification circonstanciée. Ainsi, on parle de développement durable, intégré et local, économique et social, humain et humanitaire, participatif et communautaire, agricole et rural, etc. Le concept en soi s'emploie en effet dans divers registres, psychologiques, culturels, social, économiques, etc. Défini par le Dictionnaire d'économie et de sciences sociales comme étant l'ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent l'apparition et la prolongation de la croissance économique ainsi que l'élévation de niveau de vie, le concept de développement reste fort complexe, car son champ se découvre indéfinissable en extension socioculturelle et en qualité de vie humaine. Les questions de définition mises à part, on peut observer que la notion de développement est centrale dans le mode de fonctionnement des sociétés humaines. En fonction des usages habituels, la notion désigne un processus naturel, généralement irréversible et est posée comme un projet à réaliser, des étapes à franchir et un but à atteindre. Les problèmes du développement ont,
depuis les années 1990, retenu l'attention plus qu'aucun autre type de problème. Cela est dû, d'une part, au fait que le développement, de quelque façon qu'on le conçoive, est un problème d'actualité dans les pays développés comme dans les pays en développement, et d'autre part, au fait qu'il n'a pas réussi à procurer les bienfaits escomptés. Des abondantes et diverses études sur la notion de développement, Rameshwar P. Misra dégage 5 conclusions importantes. L'idée de développement repose sur des concepts qui ont évolué, ce qui suggère qu'on a cherché à cerner de plus près sa nature et sa signification, et peut-être aussi que seule la pratique a permis d'en comprendre le véritable sens. Le développement, en théorie et en pratique, a été longtemps limité à la sphère de l'économie. Or, le développement économique seul est incapable de rendre compte des vastes domaines relatifs à la technologie, à la psychologie, à la sociologie ou à l'écologie qui tendent à avoir aujourd'hui une influence combinée sur tout ce qui contribue au développement des ressources naturelles et humaines. L'économie est encore moins qualifiée pour se prononcer de façon souveraine sur la destinée humaine, qui est précisément ce dont tout développement doit se préoccuper en premier lieu. Le développement est souvent assimilé au choix d'une quelconque idéologie du changement, indépendamment des conséquences qui peuvent en résulter sur le plan humain, et il est utilisé comme un moyen politique pour renforcer l'État-nation. Tout ce qui rend l'État fort est pris pour du développement. Le développement signifie en général un abandon du passé. Il est considéré comme une alternative à la société traditionnelle. Dans les pays en développement, il signifie dans la pratique un processus de modernisation qui, au fond, consiste à copier tout ce qui existe dans les sociétés occidentales. Enfin, le développement est considéré comme un ensemble de moyens reliés à des fins, plutôt que comme une entreprise humaine. On le voit, finalité, nature et signification du développement s'entremêlent et se confondent largement dans la construction de ce champ conceptuel. Ainsi, le développement peut être à la fois un processus d'évolution économique et une finalité, comme l'accès à un certain niveau de richesse et de bien-être matériel. Au regard de ces différentes conclusions de Misra, la notion de développement apparaît essentiellement comme multidimensionnelle, intégrant le social, l'économique et le politique. Cette acception est partagée par Philippe Mondolfo, sociologue et spécialiste du développement social, dont la pensée mérite d'être relevée. D'abord conçue dans un sens étroit, c'est-à-dire essentiellement économique, la notion de développement a évolué vers une dimension multidimensionnelle et croisée des facteurs, s'attachant à valoriser efficacement les richesses internes et externes afin de répondre aux besoins humains et essentiels dans les domaines de la santé, de l'éducation, des droits politiques, de la sécurité. La définition intègre depuis peu la question des coûts écologiques, faisant du développement un processus qui ne doit pas porter atteinte aux capacités de reconstruction, résilience, de l'environnement après exploitation de ses ressources. Enfin, la gouvernance constitue le dernier élément venant prendre place dans sa construction du concept pour signifier la présence, dans le développement, d'un processus de délibération collective ouverte aux membres de la société civile. Progressivement enrichie, la notion de développement ne met plus uniquement l'accent sur la dimension économique, mais incorpore la légitimité et le pouvoir que peuvent prendre les personnes sur les décisions qui gouvernent leur vie. Ensuite, une ligne de partage apparaît entre deux conceptions du développement. La première diachronique peut se résumer dans la formule « l'économie d'abord, le social ensuite », la croissance étant là comme condition d'existence d'un espace social performant. La seconde approche plus synchronique ne différencie pas les registres d'action ni les phases, mais tente de les associer dans une même dynamique. Toutes ces différentes approches visent à répondre aux aspirations de l'être humain, en l'occurrence apporter une amélioration continue du bien-être de l'individu et être bénéfique pour tous. Tel est l'objectif fondamental du développement que nous découvre l'histoire de sa définition et de sa mise en pratique. Au premier plan de sa conceptualisation contemporaine, face à l'essor de la productivité industrielle et de ses promesses de bien-être humain, la préoccupation qui a d'abord retenu l'attention des théories développementalistes a été le champ de la durabilité. IB, le développement durable. Le terme développement durable,
se compose de deux concepts qui apparaissent comme incompatibles en français. De fait, nous venons de l'appréhender. Le développement se traduit par des changements structurels qui surviennent au sein d'une réalité socio-économique complexe. Vouloir introduire, dans ce contexte, la durabilité demande d'examiner plus précisément les dimensions à travers lesquelles elle s'exprime. La notion de développement durable est issue d'une longue tradition de gestion des ressources naturelles et de la prise de conscience des menaces qui pèsent sur le monde vivant. Quant au concept, il trouve ses origines théoriques dans le milieu du XIXe siècle. Une vaste littérature a permis de raffiner la définition conceptuelle de cette notion, que l'on associe souvent aux négociations internationales portant sur l'environnement et le développement. Déjà, on sait que pendant la révolution industrielle du XIXe siècle, l'économie de la production reposait d'abord sur la gestion minière et l'approvisionnement en matières premières, et que cela a stimulé la réflexion sur la manière d'exploiter au mieux les ressources dans un cycle de production. Les économistes classiques libéraux ont parlé les premiers du caractère durable des produits. Jean-Baptiste Say insiste notamment sur la durée d'usage des biens, afin d'en tirer le meilleur rendement, et sur la valeur qu'en retire le corps social. La consommation des objets qui s'usent lentement procure des jouissances moins vives, mais plus durables, et l'espèce de bien-être qu'on en retire contribue davantage au bonheur. N'y a-t-il pas un choix à faire dans les produits durables ? Ceux qu'il convient de préférer sont ceux dont l'usage est fréquent, usuel. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les deux guerres mondiales ont accéléré l'industrialisation du monde occidental et les inégalités entre zones géographiques. Les effets destructeurs de la puissance industrielle s'y sont révélés avec une intensité croissante. Les résidus et les déchets fatals apparus dans les processus de production, et les effets à long terme de certains produits ont été bien trop longtemps négligés. L'alarme a été donnée dès avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1943, par un botaniste suisse, Robert Hénard, qui a décrit les atteintes à la faune et à la flore que les activités industrielles occasionnent, et a publié en 1946 Nature et mécanisme. Dès lors, les dénonciations se feront plus précises et plus véhémentes. Après la Seconde Guerre mondiale, les naturalistes, regroupés au sein de l'Union internationale pour la protection de la nature, UIPN, créée en 1948, qui deviendra l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en 1956, attirent l'attention sur les menaces qui pèsent sur les espèces tant animales que végétales. Les années 1960 ayant été marquées par le constat que les activités économiques génèrent des atteintes à l'environnement. Déchets, fumée d'usines, pollution des cours d'eau, etc. Les réflexions du Club de Rome créé en 1968 aboutiront en 1972 à la publication du rapport The Limits of Growth, traduit en français par Halte à la croissance. Ce rapport actualise les thèses malthusiennes sur le décalage entre croissance démographique et ressources disponibles, et introduit le facteur pollution de l'écosystème comme appauvrissement des ressources et renchérissement des prix. À la veille de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de Stockholm, en Suède en 1972, le réexamen des liens entre environnement et développement a permis d'introduire un modèle de développement économique compatible avec l'équité sociale et la prudence écologique. Naît alors le concept d'éco-développement, repris par Ignatzy Sachs qui y voyait le moyen de réconcilier le développement humain et l'environnement, indissociables l'un de l'autre, et qui affirmait la nécessité de remettre en cause les modes de développement, générateurs de pauvreté et de dégradations environnementales. La conférence de Stockholm sur l'environnement humain aboutit à la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, complément du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Si la notion d'éco-développement est rapidement écartée du vocabulaire international, l'idée d'un développement qui ne soit pas uniquement guidé par des considérations économiques, mais également par des exigences sociales et écologiques va poursuivre son chemin, notamment grâce à l'action des associations de protection de l'environnement. Les années 1980 permettront au grand public de découvrir l'existence de pollutions dépassant les frontières, et de dérèglements globaux tels que la destruction de la couche d'ozone, les pluies acides, la désertification, l'effet de serre et la déforestation. L'exigence d'une solidarité planétaire en matière d'environnement se met ainsi en route.
En 1987, la publication du rapport Notre avenir à tous de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, CMED, consacre le terme anglais « Sustainable Development », proposé par l'UICN en 1980 dans son rapport sur la stratégie mondiale de la conservation. Le concept « Sustainable Development » est successivement traduit en français par « développement soutenable », puis « développement durable » ou « développement viable ». Il est défini comme un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le concept développement durable sera consacré à son tour par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, CNUED, ou Sommet de la planète Terre, en 1992 à Rio de Janeiro. La définition de notre avenir à tous, axée prioritairement sur la préservation de l'environnement et la consommation prudente des ressources naturelles non renouvelables, sera modifiée par la définition des 3 piliers qui doivent être conciliés dans une perspective de développement durable: le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Dorénavant, les institutions s'appuieront sur ce concept pour élaborer de nouveaux instruments de mesure et d'analyse, ou pour préconiser des interventions visant à faire émerger une économie plus solidaire. Si dans sa définition originelle le développement durable est demeuré assez flou, depuis le rapport Brundtland en 1987, ce concept évoluera, se transformera au cours de rencontres internationales, sera interprété de multiples manières par les instances internationales, les États, les entreprises, les collectivités et certaines écoles. Dans son acception actuelle, ce concept devenu très médiatique se veut un processus de développement qui concilie l'écologique, l'économique et le social et établit un cercle vertueux entre ces 3 pôles. C'est un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Il est respectueux de l'intégrité des ressources naturelles et des écosystèmes, support de vie sur Terre, qui garantit l'efficacité économique, sans perdre de vue les finalités sociales du développement que sont la lutte contre la pauvreté, les inégalités, l'exclusion et la recherche de l'équité entre les nations, les individus et les générations. La mise en œuvre de ces objectifs s'appuie sur un certain nombre de mesures dont l'énoncé aide à mieux saisir l'ampleur du défi qu'ils représentent. Respecter l'intégrité de l'environnement, les ressources naturelles et les écosystèmes, c'est intégrer dans l'ensemble des actions des communautés humaines la préoccupation de conservation de la vitalité et de la diversité des gènes, des espèces et de l'ensemble des écosystèmes naturels terrestres et aquatiques, et ce, notamment, par des mesures de protection de la qualité de l'environnement, par la restauration et l'aménagement des habitats essentiels aux espèces ainsi que par une gestion durable de utilisation des populations animales et végétales exploitées. La durabilité environnementale met l'accent sur la lutte contre la pollution, la préservation des ressources non renouvelables, les économies d'énergie, et la transmission du capital naturel aux générations futures. Sur cette base ont été élaborés des principes de conduite, durabilité forte et faible, principes de précaution, ainsi que des règles de gestion. Règles d'Hartwig pour le remplacement des ressources détruites, protection des ressources non renouvelables, droit de propriété, développement propre, etc. Garantir l'efficacité économique, c'est favoriser une gestion optimale des ressources humaines, naturelles et financières, afin de permettre la satisfaction des besoins des communautés humaines, et ce, notamment, par la responsabilisation des entreprises et des consommateurs au regard des biens et des services qu'ils produisent et utilisent ainsi que par l'adoption de politiques gouvernementales appropriées. La durabilité économique s'exprime en termes de croissance auto-entretenue. Elle devra donc s'appuyer sur des principes macroéconomiques d'équilibre, équilibre budgétaire, équilibre de la balance des paiements, maîtrise de l'inflation, etc., ainsi que sur des règles d'investissement, allocation budgétaire et taux d'investissement sectoriel, coefficient de capital, niveau de productivité, ratio consommation-épargne, etc., qui visent essentiellement à optimiser la croissance et à ne pas engendrer des charges d'endettement excessives qui se répercuteraient sur les générations futures. Améliorer l'équité sociale, c'est permettre la satisfaction des besoins essentiels des communautés humaines présentes et futures et le progrès de la qualité de vie,
et ce, notamment, par l'accès pour tous à l'emploi, à l'éducation, aux soins médicaux et aux services sociaux, à un logement de qualité, ainsi que par le respect des droits et des libertés de la personne et par la participation pour l'ensemble des groupes de la société aux différents processus de prise de décision. La durabilité sociale du développement peut être abordée de deux manières complémentaires. La première, plus analytique, considère les risques de dysfonctionnements sociaux graves au sein de toute société. La seconde, plus empirique, observe les solutions préventives et souvent innovantes qu'élaborent les acteurs sociaux pour faire face à de tels risques. Dans tous les cas, l'élaboration de principes de précaution sociale permettant d'anticiper ces risques et de guider les acteurs sociaux dans leur réalisation est une nécessité. Ainsi donc, si originairement l'objectif du développement durable est que les générations actuelles puissent satisfaire à leurs besoins sans compromettre pour autant la capacité des générations futures à répondre aux leurs, l'acception actuelle du concept permet d'entrevoir que les constituants de la durabilité ne se limitent pas à la relation intergénérationnelle, entre générations actuelles et futures, de satisfaction des besoins. Ils prennent aussi en compte le principe de la solidarité intragénérationnelle, partage du bien-être ou des conditions de bien-être au sein d'une même génération. L'évolution actuelle de la notion de durabilité dans le développement fait ressortir trois critères constitutifs essentiellement. L'accessibilité de tous à l'ensemble des biens et services, le renforcement des capacités de toutes sortes, et l'équité face à l'ensemble des ressources disponibles et transmissibles aux générations futures. La notion de durabilité dans le développement implique alors, sur la base de ces trois critères, une progression régulière avec une préservation des acquis en termes de satisfaction des besoins et de constitution des capacités. Dans cette mesure, il est évident que le développement durable demeure une hypothèse. Du point de vue de l'analyse prospective, on ne pourra vérifier que dans le futur, voire des années, si l'intention de développement durable qu'on accorde à un projet initié aujourd'hui s'avère juste et fondée. Mais c'est une hypothèse nécessaire, voire vitale, car au cours de l'histoire et encore aujourd'hui, il s'agit de tout temps d'une question de survie, de qualité de vie humaine. C'est justement en considérant cette perspective qu'a apparu le concept de développement humain, comme concept clé de développement. IC, le développement humain. Le fait d'envisager le développement dans la perspective de l'humain n'est guère nouveau. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a toujours trouvé indispensable d'assurer sa survie. L'histoire nous apprend que depuis la préhistoire, l'homme et les sociétés humaines ont connu une vie indéfiniment perfectible. Dans les écrits de la plupart des philosophes de l'Antiquité, la conscience qu'une vie meilleure constitue l'objectif réel de toute activité humaine est un thème qui revient constamment. L'idée que l'organisation de la société humaine doit être jugée en fonction de sa capacité à encourager les biens humains remonte au moins à Aristote, qui note dans son Éthique à Nicomaque que la richesse n'est évidemment pas le bien que nous cherchons, c'est seulement une chose utile, un moyen en vue d'une autre chose. Il soutenait que la différence entre de bonnes et mauvaises dispositions politiques devait être jugée en fonction du degré auquel elles contribuaient à renforcer la capacité humaine à mener une vie épanouie. De fait, au-delà des dérives des tentatives historiques de développement, on peut observer un souci majeur recrudescent, celui de faire du développement une démarche ou un processus d'accomplissement du bien-être humain. Les débats sur la notion de développement ont révélé que la préoccupation immédiate à l'accumulation de biens et de richesses a fait souvent oublier cet objectif fondamental. L'intérêt excessif porté à la croissance économique, à la création de richesses et à la prospérité matérielle, a occulté la dimension humaine du développement, ce qui a eu pour effet de refouler l'être humain à la périphérie des débats sur le développement. Depuis le début des années 1990 et suite à la grave crise de la dette qu'ont traversé les pays du Sud, les politiques de développement ont commencé à prendre en compte, dans leurs orientations et leurs programmes, les impasses liées à la croissance économique ultralibérale. Les conséquences sociales des programmes d'ajustement structurel et l'inefficacité des filets de protection sociale sur les plus démunis ont amené les institutions internationales, et le PNUD en tête, à introduire dans leurs réflexions des idées alternatives. Si depuis François Pérou on savait que croissance et développement ne sont pas équivalents,
L'introduction des idées proposées par Amartya Sen pour repenser le développement sur des bases plus humaines a permis de placer l'être humain au cœur des préoccupations politiques, sociales et économiques. La publication en 1990 du premier rapport mondial sur le développement humain par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a constitué une modeste tentative pour inverser la tendance à paupériser l'humain. Dès lors, l'introduction du concept de développement humain, la construction d'un indice composite, indicateur de développement humain, pour le mesurer et le débat amorcé sur les implications quant aux choix politiques ont modifié la façon de concevoir le développement et d'aborder les problèmes qu'il soulève. La notion de développement humain est donc apparue à titre de parallélisme avec la notion de développement économique, et part de la considération selon laquelle le bien-être des humains ne se résume pas à l'économie et aux revenus. La définition la plus communément admise par la majorité des spécialistes en matière de développement humain vient du PNUD qui énonce que le principal objectif du développement humain est d'élargir la gamme de choix offerts à la population, qui permettent de rendre le développement plus démocratique et plus participatif. Ces choix doivent comprendre des possibilités d'accéder aux revenus et à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé, et à un environnement propre ne présentant pas de danger. L'individu doit également avoir la possibilité de participer pleinement aux décisions de la communauté et jouir des libertés humaines, économiques et politiques. Ainsi défini, le concept de développement humain est humano-centrique et traite de l'élargissement des choix accessibles aux personnes humaines dans l'optique d'une vie créative et épanouie. L'élargissement des choix humains est relié de façon fondamentale à deux composantes dans la perspective des Nations Unies: les capacités et les fonctionnements d'une part, et les opportunités de l'autre. Le développement humain représente ainsi une équation. D'un côté se trouvent les capacités humaines, de l'autre les opportunités économiques, politiques et sociales d'utiliser ces capacités. Si en effet, les êtres humains sont bien au centre des activités entreprises en vue du développement, celles-ci devraient être orientées vers l'élargissement des choix dans tous les domaines de l'activité humaine, au bénéfice de tous. Mais on sait toutefois que les choix humains et les résultats qui en découlent peuvent être infinis, et peuvent changer avec le temps. De ce fait, le concept et la définition du développement humain, tels qu'ils ont été lancés et vulgarisés à travers les rapports mondiaux sur le développement humain établis par le PNUD dans son approche synthétique, ont retenu trois indicateurs supposés fondamentaux et permanents. La possibilité de vivre longtemps et en bonne santé, d'acquérir le savoir et d'avoir accès aux ressources nécessaires à un niveau de vie décent. Ces trois dimensions élémentaires, qui apparaissent comme des conditions essentielles d'accès à de nombreuses autres opportunités, constitue ce qui a été convenu d'appeler Indice de développement humain, IDH. L'IDH est évalué sur 4 variables. La longue vie et la bonne santé ont pour variable l'espérance de vie à la naissance. L'acquisition du savoir a pour variable le taux d'alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation globale au niveau primaire, secondaire et supérieur. Et l'accès aux ressources de vie décentes a pour variable le produit intérieur brut par habitant, PIB, exprimé en parité de pouvoir d'achat. On le perçoit, il s'agit d'un indicateur de développement qui se concentre sur ces trois aspects essentiels. En cela, il ne peut pas tenir compte des nombreuses autres dimensions importantes de l'humain et ne constitue donc pas une mesure exhaustive du développement humain. Défini simplement comme un processus d'élargissement des choix, le développement humain est bien un processus ayant pour finalité l'autonomisation de l'homme. En ce sens, la liberté individuelle occupe une place centrale dans cette forme de développement. C'est pourquoi le rapport du PNUD de 1991 prône la liberté humaine et la libération des énergies créatrices des individus afin de susciter des possibilités de développement économique et social pour eux-mêmes et pour la société. Ce rapport comporte pour la première fois un indicateur de liberté humaine. Abstraction faite des difficultés à quantifier et à mesurer la liberté humaine, on peut observer qu'aucune mesure du développement humain ne peut se dire complète sans la prendre en considération, tant il est vrai, d'après Kofi Annan, 7e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que notre qualité de vie ne se mesure pas à notre richesse mais à notre liberté.
Dans cette perspective qui met l'accent sur le concept de liberté, des recherches ont été menées, montrant que le développement humain est étroitement lié à la notion de liberté. Ces recherches mettent l'accent sur l'accroissement des capacités humaines, qui reflètent la liberté d'accomplir les divers objectifs qu'on choisit de privilégier. La démarche, développée notamment par Amartya Sen, consiste à juger souhaitable de maximiser les libertés positives des individus, c'est-à-dire non pas la réalisation de leurs désirs et besoins, mais la capacité qu'ils ont de définir eux-mêmes ceux-ci, et la possibilité pour eux de les satisfaire. À cet égard, le développement humain n'est rien d'autre que la liberté. Au sens de Sen, le développement est conçu comme un processus d'expansion des libertés réelles dont jouissent les individus. Dans la perspective de cette approche élargie du bien-être, une manière empirique, 5 formes de liberté réelle ou instrumentale, particulièrement pertinentes pour la mise en place de stratégies appropriées ont été identifiées. Les libertés politiques, les facilités économiques, les opportunités sociales, les garanties de transparence et la sécurité protectrice. L'élargissement de la liberté est alors perçu à la fois comme le garant et l'objectif du développement humain, ou encore comme la fin en soi et le principal moyen du développement. Cependant, il est important de relever que la liberté, l'aptitude à accomplir les objectifs de son choix, ne peut s'exercer effectivement que si les opportunités nécessaires sont assurées par l'existence des différents droits de l'homme que des institutions essentielles, la communauté, la société et l'État, doivent soutenir et garantir. Le développement humain consisterait alors à éliminer les différents types d'entraves qui empêchent les individus d'opérer des choix et d'exercer rationnellement leur libre arbitre. Le projet d'éliminer de manière durable ces entraves a constitué ce qu'on appelle aujourd'hui le développement humain durable. Idée le développement humain durable. D'emblée, le concept développement humain durable apparaît comme une formulation synthétique des deux concepts de développement durable, 1987, et développement humain, 1990. Ce concept est relativement récent, car son élaboration a été alimentée essentiellement par les réflexions engagées sur les dimensions humaines et durables du développement qui lui préexistent. De fait, l'approche en termes de développement humain durable est née de la nécessité d'envisager de nouvelles options de développement orientées vers l'épanouissement global et durable de l'homme. En 1990, le concept de développement durable continuait d'étendre son influence et cette montée en puissance reposait toujours largement sur la dimension environnementale. C'était en effet la prudence et la précaution sur les écosystèmes qui inspiraient encore l'essentiel des discours, des actions et des analyses de la soutenabilité du développement. Les dimensions humaines ayant toutefois pleinement leur place dans la problématique du développement durable, l'ambition était d'insister sur les interrelations entre les différentes dimensions humaines et durables du développement. Le sommet de Rio de Janeiro en 1992, au premier principe de sa déclaration sur l'environnement et le développement, établissait que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Le concept développement humain durable a alors émergé progressivement, d'une part, des conceptions humanistes du développement, et d'autre part, des préoccupations de la communauté internationale relatives à la dégradation de l'environnement et à la durabilité des actions de développement. De manière à assurer la jonction entre les dimensions humaines et durables du développement, l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil d'administration du PNUD a donné, en 1993, mission au PNUD de poursuivre des recherches visant à définir un concept unificateur de développement. Une équipe d'experts indépendants a en conséquence été chargée de formaliser les préoccupations de la communauté internationale. Elle remit son rapport en mars 1994. En juin 1994, le PNUD fit du nouveau concept développement humain durable la clé de voûte des interventions et des stratégies du système des Nations unies. Dès lors, une forte convergence s'est développée au sein de la communauté internationale sur cette analyse. Les grands sommets mondiaux qui se succéderont après 1994
permettront d'affirmer et d'affiner un certain nombre de principes qui sont inspirés des mêmes conceptions du développement centré à la fois sur les populations et l'environnement. Désormais, le terme développement humain durable remplacera progressivement celui plus étroit de développement durable dans la plupart des discussions. Concept unificateur de développement, le développement humain durable est à la fois multidimensionnel et intégrateur. Les êtres humains naissent avec un certain potentiel et le développement a pour objet de créer un environnement dans lequel chaque individu peut accroître ses capacités et élargir les possibilités qui s'offrent à lui. Dans cette mesure, bien que les spécialistes du développement ne se soient pas encore accordés sur une définition du développement humain durable, du fait qu'il recouvre plusieurs composantes et constitue un champ de recherche encore récent et tâtonnant, on peut toutefois se risquer à définir le développement humainement durable comme la recherche d'un développement qui assure amélioration continue, présente et future du bien-être humain, lequel est déterminé par des caractéristiques personnelles, éducation, santé, libertés individuelles et collectives, cohésion sociale, niveau de répartition des richesses. L'objectif en effet du développement humain durable, exprimé lors des différents sommets et conférences organisées sous l'égide des Nations Unies, est de promouvoir la création d'un cadre de vie offrant les meilleures opportunités d'épanouissement et de développement individuel et collectif au sein de la société. Il vise le bien-être global et durable des individus notamment grâce à la croissance économique, à la régénération de l'environnement et au développement des libertés fondamentales publiques et individuelles. Considérant qu'en dernières analyses le développement humain a pour objet l'accroissement des potentialités et des capacités aux fins d'une expansion des libertés réelles, libertés politiques, facilités économiques, opportunités sociales, garantie de transparence et sécurité protectrice, et que le développement durable repose sur la solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle, on peut soutenir que le développement humain durable, fondamentalement, n'est rien d'autre qu'un processus continu, ininterrompu dans le temps et espace, d'élargissement de la liberté humaine. Dans cette perspective, il intègre les points de vue des personnes, rationnelles, raisonnables et responsables, dont on recherche à améliorer les capacités individuelles et collectives. Pour ce faire, il prend en compte de multiples dimensions, notamment économiques, sociales, culturelles, politiques, éthiques, etc. On sait que les premières théories du développement ont émergé avec un contenu sémantique à la fois herméneutique et opérationnel dans lequel prédominait quasi exclusivement l'économie. Le développement était synonyme de croissance économique. La pertinence d'autres dimensions au sein du concept et surtout, l'échec des politiques strictement économiques inspirées par cette vision macroéconomique du développement qui prédominait, ont suscité des débats. Il en a résulté la conception selon laquelle la croissance demeure le préalable à tout effort de développement, dans la mesure où toute amélioration du niveau de vie ou du bien-être social passe nécessairement par l'augmentation des quantités produites et l'accroissement correspondant des revenus. Quand bien même il s'est avéré important de préciser que le développement est bien plus que la croissance, force a été de reconnaître que la croissance représente la quintessence de la dimension économique du concept de développement qui l'englobe et la soutient. La dimension économique a constitué même la condition sine qua non, mais nullement suffisante, du développement. De façon plus savante, on considère aujourd'hui que le développement humain durable est le processus par lequel un pays devient capable d'accroître sa richesse de façon durable et autonome, et de la répartir équitablement entre les individus. Dans ses études, le PNUD, inspiré des analyses de Sen, définit le développement humain comme un processus conduisant à l'élargissement de la gamme des possibilités offertes à chacun, et cela sous deux aspects. D'une part, la création des capacités personnelles et d'autre part, l'utilisation de ces capacités à des fins productives. La notion de développement humain durable relève donc de la dynamique économique. En tant que domaine de la production, de la distribution et de la consommation des biens et des services, l'économie du développement humain durable se veut une capacité d'intégrer, à des modèles de croissance, un certain nombre de limites ou de contraintes environnementales, avec l'exigence qu'il n'y ait pas de diminution du niveau de vie d'une génération à l'autre. On veut ainsi accorder l'efficacité économique,
à l'impératif éthique de justice intragénérationnelle et intergénérationnelle. En cela, les États et les institutions économiques sont appelés à instaurer et à développer des politiques économiques centrées sur les populations et l'environnement. Pour ce faire, définir objectivement le bien-être et les recommandations propres à assurer un maximum de bien-être humain contextuel se révèlent nécessaires. Historiquement, c'est la prise de conscience des imperfections des modèles de développement axés sur l'économisme, le productivisme et le technicisme au détriment des véritables besoins humains et sociaux et des aspirations des populations qui a imposé une nouvelle conceptualisation des approches développementalistes. On associa alors au concept de développement des épithètes qui témoignent du droit à l'expression des valeurs culturelles des civilisations issues de l'histoire et des situations sociales spécifiques émergentes. Ainsi, outre la notion d'autonomie ou de développement autocentré qui fit son entrée dans la littérature du développement, apparurent des concepts comme l'ethnodéveloppement, l'écodéveloppement, le développement endogène, solidaire, communautaire, intégré, authentique, participatif, global, durable, humain, et pour finir le développement humain durable. Selon Jean-Ronald Legouté, tous ces qualificatifs associés à la notion de développement dans le but de concilier la croissance et le bien-être social, participent à la structuration du champ idéologique du développement et concourent subséquemment à la prise en compte par le concept des nouvelles dimensions qu'ils véhiculent. De cette vaste floraison épistémologique dans la littérature développementaliste, le concept développement culturel, vite transformé en dimension culturelle du développement, est né de l'incapacité des modèles de développement ethnocentriques à dialoguer avec d'autres conceptions du monde. Cette problématique relative à la dimension culturelle du développement a fait l'objet d'une production écrite foisonnante au cours des années 1980. En mettant en évidence la nature dialectique des rapports qui lient la culture au développement, cette notion a fortement contribué à la prise de conscience mondiale du rôle primordial de la culture dans les processus de développement humain durable, ainsi que des effets de la modernisation sur les cultures. L'émergence de cette dimension a permis de mettre en évidence les échecs et les dégâts culturels causés par les modèles uniquement fondés sur la croissance économique. Elle a fait mesurer, comme le souligne Kellerman, le coût économique, social et humain de la non-prise en compte des spécificités socioculturelles telles le rapport à la nature, à l'espace, au temps, au travail, à l'argent et plus encore, le sens donné à la vie et à la mort. La culture doit donc être coextensive au développement humain durable, car elle est cet élément dynamique fondamental qui donne aux groupes et aux sociétés la force de freiner ou au contraire de provoquer le changement social. Elle est la résultante dynamique de l'interaction souvent dialectique entre l'homme et le milieu environnant dans lequel il vit et évolue. Dans cette perspective, la dimension socioculturelle du développement humain durable est devenue un leitmotiv incontournable. Celle-ci se présente en effet comme un facteur déterminant, voire structurant, dans l'orientation fondamentale du développement humain durable, conditionnant même les modalités de son application. Par conséquent, elle s'insère de façon explicite dans le contenu sémantique du concept de développement humain durable et participe potentiellement aux conditions de son effectivité. Fort de cette évidence, il apparaît indéniable que le développement humain durable procède d'un projet socio-culturel global dont le rôle crucial de modéliser, ou tout au moins, de coordonner semble incomber à l'État et aux institutions nationales. Une telle perspective nous suggère fortement d'explorer la dimension politique du concept de développement humain durable. Partant de l'idée que le concept de développement humain durable implique une politique systématique et cohérente de l'État dans le but de promouvoir continuellement le progrès humano-centré, il est entendu que le contenu du concept ne saurait se dissocier des impacts produits par l'intervention des pouvoirs publics. L'histoire contemporaine témoigne de l'importance du rôle joué par l'État dans le processus de développement humainement durable, et a mis l'accent sur la dimension politique de ce qui se présentait initialement comme des problèmes strictement économiques. La dimension politique du concept de développement humain durable a ainsi pris forme, cristallisée dans le rôle crucial que l'État est appelé à jouer dans le processus de croissance économique durable, ainsi que dans les transformations sociales et infrastructurelles qui lui sont liées. La prééminence du rôle de l'État est importante dans la plupart des projets,
des politiques et programmes de développement humain durable définis ou poursuivis au niveau international, car le cadre d'application de ceux-ci reste pour l'essentiel national ou régional. Toutefois, on peut remarquer que ces politiques et ces programmes de développement, conçus en dehors des espaces nationaux dans lesquels ils sont destinés à être appliqués, sont aussi porteurs de projets politiques spécifiques qui s'inscrivent pour la plupart dans la mouvance d'un paradigme idéologique dominant, donc globalisant. Ils véhiculent, le plus souvent de façon implicite, soit une réduction, soit un renforcement des interventions de l'État dans le processus de développement. Au début des années 1990, l'introduction par la Banque mondiale du concept de gouvernance dans la littérature du développement humain témoigne de façon plus ou moins voilée des tendances réorganisatrices du rôle de l'État véhiculé par les stratégies de développement. Le concept de gouvernance, fait observer Bonnie Campbell, bien qu'il se défende de s'intéresser aux dimensions politiques en affirmant se contenter de propositions techniques en faveur d'une bonne gestion économique et sociale, véhicule un projet non seulement de réforme institutionnelle, mais aussi d'exercice du pouvoir aux enjeux politiques et idéologiques majeurs. C'est dire que l'État est de fait appelé à jouer un rôle capital qui se révèle incontournable dans le processus de développement humain durable. Même si les forces du marché et la sphère privée ont souvent été considérées comme les éléments dominants du développement en général, dans la perspective spécifique du développement humain durable, il reviendra particulièrement à l'État d'assumer le rôle de stimuler et de réguler l'exercice des libertés réelles, afin d'atténuer ou de corriger certains effets socio-environnementaux négatifs, le plus souvent déstabilisateurs, et de veiller à l'harmonie sociale. De toute évidence, l'application en contexte des politiques de développement humain durable dépendra toujours de la stabilité politique et sociale. Ainsi, le concept de développement humain durable comporte, à travers le rôle qu'il assigne à l'État, une dimension politique contextuelle, en l'occurrence en Afrique de l'Ouest, qu'il convient de prendre compte dans toute tentative, aussi modeste soit-elle, de l'appréhender dans la multiplicité de ses implications. 2. Le développement humain en Afrique de l'Ouest. En matière de développement humain durable en Afrique de l'Ouest, il est nécessaire de relever d'abord que la situation propre à cette région du continent s'inscrit dans celle, plus globale, de l'Afrique en général. L'Afrique tout entière vit dans une situation souvent qualifiée de critique, tant la crise humaine qui affecte le vieux continent est évidente et s'impose à tout observateur même distrait. Elle est devenue tellement chronique qu'elle paraît insurmontable. Elle atteint tous les domaines de la vie, économique et culturelle, sociale et morale, politique et psychologique, spirituelle et pédagogique. Ainsi, d'aucuns considèrent que l'Afrique a perdu la bataille du développement, et c'est pourquoi il est largement reconnu que la situation qu'elle présente est plutôt un sous-développement. De fait, le continent est considéré comme la région qui présente une croissance des victimes de la pauvreté absolue du monde, qui sont de ce fait mis hors du circuit du développement en devenant même un frein. Le rapport sur le développement humain 2011, Durabilité et équité, un meilleur avenir pour tous, donne une idée de l'état du développement humain dans 187 pays membres des Nations Unies. On peut noter que parmi les IDH des grandes régions du monde que mentionne le rapport, l'Afrique subsaharienne possède le plus faible indicateur, 0,463, de loin plus bas que le deuxième plus faible indicateur détenu par l'Asie du Sud, 0,548, tandis que la région des États arabes où est classée l'Afrique du Nord, le Maghreb, a un IDH encore supérieur, 0,641. Cette situation de chiche élargissement des choix des populations subsahariennes est principalement le fait, en 2011, de la très faible espérance de vie à la naissance, dont l'indice est de 54,4 ans en Afrique subsaharienne alors qu'elle est de 65,9 ans en Asie du Sud et de 70,5 ans dans les États arabes, de la faible durée moyenne de scolarisation, 4,5 ans en Afrique subsaharienne alors qu'elle est de 4,6 ans en Asie du Sud et de 5,9 ans dans les États arabes, et en 2005, du maigre revenu national brut, RNB, par habitant qui était de 1966 $ PPA en Afrique subsaharienne, alors qu'il atteignait 3435 $ PPA par habitant en Asie du Sud, et 8554 $ PPA par habitant dans les États arabes.
Dans ce vaste contexte continental en proie à une crise généralisée du développement humain durable, la région ouest africaine présente une figure particulière. 2. À considération générale de la situation du développement humain. Une étude réalisée, à l'initiative conjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Organisation de coopération et de développement économique, CEDEAO-CSAO-OCDE, montre que l'Afrique subsaharienne qui compte en 2011 plus de 877 millions d'habitants, abritait, en 2007, environ 807 millions d'habitants, soit 84% de la population totale du continent. Selon cette même étude, la population totale de l'Afrique de l'Ouest en 2007 aurait été de 285 millions, soit un peu plus de 35% de la population d'Afrique subsaharienne, le Nigeria possédant à lui seul une population estimée à 148 millions, soit plus de la moitié de la population ouest-africaine. Selon les projections, la population régionale devrait avoisiner 400 millions en 2020 et dépasser 500 millions entre 2030 et 2035. En effet, si l'on se réfère au récent rapport mondial sur le développement humain, il est possible d'établir un tableau des tendances démographiques en Afrique occidentale depuis les années 1975. A. Les tendances démographiques en Afrique de l'Ouest. Une lecture du tableau des tendances démographiques en Afrique de l'Ouest laisse percevoir une très forte croissance de la population depuis les années 1975. De 115 millions qu'elle était en 1975, la population ouest-africaine est passée à plus de 272 millions en 2005, soit un taux de croissance annuel de plus de 2,8%. Elle pourrait dépasser 339 millions en 2015. Toutefois, les projections sur la période en cours indiquent qu'un ralentissement de cette croissance semble s'engager à des rythmes variables dans la plupart des pays. La moyenne des taux d'accroissance annuels entre 2005 et 2015 est évaluée à 2,5%. On estime que cette moyenne devrait passer à 2% entre 2020 et 2025 et diminuer jusqu'à 1,2% entre 2045 et 2050. Pourtant, certains pays comme le Niger 3,5%, le Mali 3%, la Sierra Leone 2,2% et le Cap-Vert 2,1% n'ont pas encore amorcé une baisse de croissance. D'autres pays comme la Guinée-Bissau 3% et le Burkina Faso 2,8% ont chacun un taux de croissance annuel constant. C'est dire que globalement, l'Afrique de l'Ouest s'avère être une des dernières régions du monde à amorcer une stabilisation démographique. Alors que dans le monde, un nombre croissant de pays fait face au spectre de la décroissance démographique, l'Afrique occidentale est encore pour longtemps sur une trajectoire d'augmentation forte de sa population. Cet accroissement démographique résulte très largement du fort taux de fertilité que connaît la région. Une moyenne de 7, 1 naissances par femme entre 1970 et 1975 et une moyenne de 5, 6 naissances par femme entre 2000 et 2005. Si au regard de ces indications la diminution de la fécondité est manifeste, -1,4, elle demeure cependant très inégale selon les pays. Assez nette dans certains Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Togo, Nigeria, elle est à peine amorcée dans d'autres Gambie, Burkina Faso, Guinée, Bénin, Mali, Niger, Guinée-Bissau, Sierra Leone. C'est pourquoi, dans la région, la part des jeunes de moins de 15 ans s'est accrue de 41,6% en 1950 à 43,4% en 2005, se maintiendra encore à 41% en 2015 et pourrait être de 28% en 2050 alors qu'elle sera seulement de 15% en Europe. Le nombre accru de jeunes peut être considéré comme un avantage démographique, à utiliser au mieux dans les efforts de développement. Cependant, il s'avère qu'il accroît la pression sur l'environnement et les services sociaux, santé et éducation, et entraîne une intensification des mouvements migratoires au sein de la région et vers l'Europe. Quant aux effectifs des personnes âgées, ils restent relativement faibles. On estime que la part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population totale qui était de 3,3% en 2005 variera peu et sera seulement de 3,4% en 2015. C'est dire que dans l'ensemble, la croissance de la démographie de l'Afrique de l'Ouest ainsi que la jeunesse de sa population resteront pendant longtemps de mise. Cet état de fait laisse entrevoir l'ampleur des efforts que les pays de la région devront consentir,
en matière de développement humain. À partir des différents rapports du PNUD publiés chaque année, il est possible d'établir 2 tableaux relatifs à l'état du développement humain en Afrique de l'Ouest. Un premier portant sur les tendances des IDH ouest-africains de 1975 à 2010, et un second se référant spécifiquement aux composantes des IDH ouest-africains de l'année 2010. B. Les tendances des IDH en Afrique de l'Ouest de 1975 à 2010. L'analyse du tableau des tendances des IDH ouest-africains de 1975 à 2010 montre que la région a connu jusqu'en 2005 des progrès en matière de développement humain. Les moyennes des IDH des pays classés de la région sont en croissance continue. On peut observer que pour la première fois en 2005, 4 pays de la région ont pu franchir la barre des IDH faibles plus grands que 0,500. Il s'agit du Cap-Vert qui est en tête, 0,736, suivi du Ghana, 0,553, du Togo, 0,512 et de la Gambie, 0,502. Il reste qu'en 2010, toutefois, les IDH de tous les pays sans exception ont connu une baisse sensible, sans doute à cause de la crise financière et de la pénurie alimentaire qui ont marqué la période. Dans l'ensemble, la région est plutôt humainement pauvre. Les moyennes des IDH des pays classés qui permettent d'évaluer l'état du développement humain dans l'ensemble de la région, quoique connaissant en général une croissance soutenue de 1975 à 2005, demeurent dans l'ordre du classement des IDH faibles, plus petits que 0,500. Quand on considère l'évolution dans chaque pays, on peut remarquer que quelques-uns régressent même en certaines années. Ainsi en est-il du Togo entre 1985, 0,473 et 1990, 0,469, et du Niger dans la même période, 0,264 puis 0,261, du Ghana entre 2000, 0,568 et 2010, 0,553 en 2005, puis 0,467 en 2010, et encore du Togo dans la même période, 0,521 en 2000, ensuite 0,512 en 2005 et finalement 0,428 en 2010. La Côte d'Ivoire est seule à amorcer une régression continue depuis 1985, 0,453, pour ne se stabiliser qu'entre 2000 et 2005, 0,432. Pour mieux saisir cet état de pauvreté humaine globale de la région ouest africaine, l'analyse des composantes des IDH d'une année se révèle nécessaire, en l'occurrence pour l'année 2011. C. Les composantes des IDH en Afrique de l'Ouest pour l'année 2011. Les statistiques des indicateurs composites de développement humain, présentés dans le rapport sur le développement humain 2011, indiquent qu'en 2011, le développement humain a connu une baisse en Afrique occidentale. C'est dire l'insuffisance des résultats, au regard des indicateurs conventionnels de développement humain du PNUD et des progrès réalisés au niveau mondial. Selon le classement du rapport, la moyenne des pays ouest-africains peut être estimée à 0,403 d'IDH, indicateur qui se situe en deçà de l'indicateur conventionnel de développement humain moyen, plus grand que 0,500 et plus petit que 0,800. Cet indicateur est même en deçà de celui de l'Afrique subsaharienne, 0,463, qui est le plus faible des indicateurs des différentes régions du monde. L'Afrique occidentale est ainsi la région du monde qui accuse le plus de retard en matière de développement humain. Outre qu'aucun des pays qui composent la région n'a un IDH élevé, 0,800, sur les 15 pays classés, 13 ont un IDH faible et 2 seulement ont un IDH moyen. Cette situation de faible développement humain, ravalée au bas de l'échelle mondiale, indique la pauvreté humaine à laquelle est confronté l'homme ouest-africain, c'est-à-dire sa difficulté à subvenir aux besoins fondamentaux communs au genre humain et donc à remplir les conditions essentielles d'accès à de nombreuses autres opportunités. Dans ces considérations, nous sommes conduits à examiner en contexte les différentes composantes des indicateurs de développement humain que sont l'espérance de vie à la naissance, les taux d'alphabétisation des adultes et de scolarisation des jeunes, et le revenu national brut, RNB. 2. B. Un relatif allongement de l'espérance de vie. Un examen des IDH de l'Afrique occidentale pour l'année 2011 montre tout d'abord que, d'une manière générale,
On peut dire que l'espérance de vie en Afrique de l'Ouest a connu un allongement ces dernières décennies, notamment en ce qui concerne la proportion des jeunes enfants qui survivent, même si la situation actuelle est encore loin d'être satisfaisante. Ce phénomène de la croissance des jeunes est dû à la baisse de la mortalité avec l'introduction des techniques sanitaires, la maîtrise de certaines pandémies, maladies du sommeil, l'onchocercose, la variole, la poliomyélite, etc., et le maintien d'un niveau élevé de la natalité. Aussi la région connaît-elle un recul considérable de la mortalité. Le taux de mortalité générale est passé de 21 pour 1000 de 1970 à 1975 à 16 pour 1000 en 2000 à 2005. Le taux de mortalité infantile correspondant a baissé de 149 à 112 pour 1000. Cela a eu pour conséquence la croissance de l'espérance de vie à la naissance qui est passée de 40 ans au début des années 1960 à 50 ans en 1995, puis à 56,3 ans en 2011. C'est un progrès bien relatif au regard de la situation dans le reste du monde, où l'espérance de vie en 2005 était déjà de 67,5 ans dans les États arabes et de 78,3 ans dans les pays de l'OCDE. Il demeure donc que l'espérance de vie en Afrique de l'Ouest est basse, et cette situation de précarité est principalement le fait de certaines maladies endémiques persistantes. Le paludisme, la tuberculose, la méningite, et singulièrement le VIH-Sida dont le développement a occasionné un taux de mortalité des plus élevés au monde, 16 pour 1000 entre 2000 et 2005. Si par rapport à l'Afrique subsaharienne, l'impact du VIH-Sida est beaucoup moins marqué en Afrique de l'Ouest, une prévalence inférieure à 2% en moyenne, on peut observer cependant que des pays comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont particulièrement touchés. En 2005, le Nigeria était le 3e pays le plus touché au monde et comptait 2,9 millions de personnes vivant avec le VIH. Le taux de prévalence le plus élevé dans la population adulte était observé en Côte d'Ivoire 7,1%. Par ailleurs, le difficile accès aux soins, à la sécurité alimentaire, à l'eau potable, à la protection sociale, met en péril, en Afrique de l'Ouest, la bonne santé et partant la qualité de la vie humaine. Dans ces circonstances, les prévisions relatives à l'espérance de vie à la naissance restent incertaines. Tout dépendra de la réduction des maladies transmissibles, VIH, paludisme, onchocercose, tuberculose, méningite, choléra, etc., de l'amélioration de la nutrition, de l'attention portée au système de santé par le biais d'une réforme des dotations en personnel qualifié, de la politique pharmaceutique, de la mise en place d'un financement durable et équitable, etc. 2. C'est un faible taux d'alphabétisation et de scolarisation. Outre les déficiences qui compromettent la qualité de la santé et raccourcissent l'espérance de vie, l'analyse des composantes des IDH pour l'année 2011 indique qu'une autre cause du faible développement humain en Afrique occidentale réside dans l'analphabétisme et l'ignorance qui y sont prépondérants. Déjà en 2005, le taux d'alphabétisation des adultes de 15 ans et plus était seulement de 44,8% et le taux de scolarisation combiné pour l'éducation primaire, secondaire et supérieure n'était que de 45,4% alors que ces sources du savoir étaient respectivement de 99% et de 83,5% en Europe. C'est dire que malgré les efforts considérables et les avancées significatives enregistrées dans tous les États, plus de la moitié de la population ouest-africaine demeure analphabète. Les défis de la scolarisation des jeunes et de l'alphabétisation des adultes restent donc entiers. Les situations nationales en 2005 étaient cependant très diverses, pour l'alphabétisation des adultes de 15 ans et plus, tandis que le Cap-Vert, le Nigeria et le Ghana, qui enregistraient les taux les plus élevés, atteignaient respectivement 81,2%, 69,1% et 57,9%, des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui enregistraient les taux les plus bas avaient respectivement 23,6%, 24% et 28,7%. En ce qui concerne les taux de scolarisation combinés pour l'éducation primaire, secondaire et supérieure, le Cap-Vert 66,4%, le Libéria 57,4%, le Nigeria 56,2% et le Togo 55% étaient en tête tandis que le Niger 22,7%, le Burkina Faso 29,3%, le Mali 36,7% et la Guinée-Bissau 36,7% occupaient les derniers rangs. Ainsi,
Si quelques nations ont réussi une alphabétisation et une scolarisation de plus de la moitié de leur population, d'autres par contre sont encore loin d'atteindre cette performance, encore que relative. Cette situation de forte prépondérance d'analphabétisme met en crise le niveau d'instruction, voire d'éducation, dans la région. De fait, le système éducatif manifeste une crise principalement à deux niveaux. D'une part, il y a une faible scolarisation, d'autre part, cette scolarisation, déjà faible, souffre d'une inadéquation dans le système social. Avec ces faibles taux d'alphabétisation, 44,8% et de scolarisation, 45,4%, l'Afrique occidentale, à l'instar de l'Afrique subsaharienne, 60,3% pour l'alphabétisation des adultes et 50,6% pour la scolarisation des adultes, est une des régions qui abrite le plus d'analphabètes au monde. Dans ce vaste contexte d'analphabétisme, le besoin d'école se fait préoccupant, ce qui entraîne quelquefois des effectifs pléthoriques. En moyenne 120 élèves par classe au primaire et 70 élèves au secondaire. À l'université, un amphi en contient 10 fois plus. L'école apparaît donc comme saturée, ce qui n'est pas sans poser des difficultés quant à la possibilité même de dispenser un enseignement de qualité. À considérer les effectifs pléthoriques des classes, on pourrait croire à une forte scolarisation du milieu. À bien analyser cependant, on se rend à l'évidence que l'apparente saturation de l'école en Afrique occidentale est essentiellement due à l'insuffisance des infrastructures scolaires et académiques plutôt qu'à une forte scolarisation, car paradoxalement, en parcourant les rues des villes ouest-africaines, comme celles de toute l'Afrique subsaharienne, on retrouve plus d'enfants qui se livrent frénétiquement au petit commerce à la sauvette. En définitive, l'analyse contextuelle laisse percevoir que l'école ouest-africaine est proprement insulaire et c'est ce que corrobore la pensée de Joseph Kizerbo. Cette école tour d'ivoire, cette école ghetto d'ébène si vous voulez, est là un peu comme un cheveu sur la soupe, un kyste dangereux, une tumeur dont le diagnostic révèle trop souvent qu'elle est cancéreuse. Les défis qui se posent à l'école ouest-africaine sont donc prioritairement l'accroissement de l'offre et de la demande éducative, la poursuite des efforts de réduction des coûts unitaires et des taux de redoublement, la poursuite des efforts publics d'investissement et de rationalisation des dépenses pour une meilleure efficacité des actions et le renforcement de l'apprentissage, de l'appui pédagogique et de l'enseignement technique. De plus, il s'avère en particulier que l'accélération des mesures en faveur de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire et l'amélioration des conditions d'accès des filles à l'école doivent constituer une priorité. Par-delà la faible scolarisation, le diagnostic des difficultés de l'école en Afrique de l'Ouest se redouble lorsqu'on en considère l'adéquation avec le contexte social. L'étude de Marcus montre que, d'une manière générale en Afrique, à cause de son insularité, tous ceux qui bénéficient de l'instruction offerte par l'école moderne se trouvent coupés de leur environnement, de leurs parents, de leur classe d'âge et des schèmes de pensée traditionnels. Aussi, l'école héritée de la colonisation serait-elle à l'origine d'une perturbation mentale? Après avoir évincé l'initiation traditionnelle au point de n'en faire plus qu'un fait de minorité, elle est devenue l'instance principale et déterminante de formation en Afrique. Elle n'a pas seulement entamé et déstructuré le paysage culturel africain en remettant en cause tout son système de valeurs morales et symboliques, mais plus profondément elle a défait le lien social. Les recherches sur la tâche éducative de l'école, en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier, ont révélé que celle-ci est plutôt démissionnaire. L'instruction se coupe davantage de l'éducation, l'école devient un lieu où on apprend un savoir, où l'on acquiert un diplôme, mais le savoir-vivre et le savoir-être sont laissés de côté. Cette fracture entre éducation et instruction est d'autant plus marquée en Afrique, qu'elle correspond aussi à la fracture entre tradition et modernité technoscientifique. On se souvient que Cheikh Hamidou Kane avait fait de cette dialectique le thème de son aventure ambiguë. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.